Cette émission doit se regarder en famille. Papa, maman, enfant. Parce qu'on parle aujourd'hui des parents envahissants. Est-ce qu'on a le droit d'imposer tout ce qu'on veut à nos enfants sous le prétexte qu'on les a mis au monde? Les enfants aussi, souvent, quand on parle, on comprend. Vraiment, c'est difficile. C'est qui est su, allumez votre télé en famille et à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission suivie partout dans le monde, l'émission suivie par les extraterrestres, par les génies, sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies. Si vous avez des maladies, l'hypotension artérielle, l'hypertension, le diabète, le gourmand, tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est pas grave, regardez une seule chaîne, NCI, une seule heure, 13h, 4 femmes, Yasmine Reda, Kadi Touré, Aurélie Eliam et Dija Soro. On s'applaudit. Allez, comment ça va les filles? À la pêche ou quoi? La pêche ou quoi? On va vous présenter chacune parce que vous êtes toutes en beauté. Oh. Je vais commencer par la princesse Dija. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Bien sûr. Dija est dans son sexy mini guillaille avec un beau visage, une belle forme, des jambes pas possibles et des tatouages un peu partout. Oui. On va passer la balle à Aurélie. Auré, lève-toi un peu. La métisse, le genre de la française. Oui, la fille des nuages, Cendrillon. Oui, je t'aime. Je t'aime, tu m'aimes. Et puis nous avons la belle Kadi, avec une forme de guitare. Quand elle se lève, on se demande si elle a mangé. Mais son ventre est toujours plat. Kadi, lève-toi. Avec un ventre plat. Alors, la question que je me suis posée, pourquoi le ventre est plat? Le temps de me rendre compte, tout est resté par derrière. C'est ce qui fait Kadi. 2 jours là, si vous remarquez, les pistolets veulent sortir. Et puis il y a la mère même, la diabète. Oui, on cache. Le volcano. Lève-toi, on va te voir aussi, on n'a pas bien vu. Oh, lève-toi, ça va. Attendez, ça voulait rentrer quelque part là-bas. Ça va, ça aussi. Alors, on s'applaudit les filles. Par contre, on a une invitée qui a aussi une consoeur qu'on n'a pas présentée dans toute sa beauté. Ah oui. Dans toute sa sublime. Quoi, Dija, sublime, quoi, sublime beauté. Sublime, telle une gazelle. Allez, Delali. Il faut que je me lève. Delali, qu'est-ce que tu es belle. La démarche de la gloire. Delali. Non, moi j'aime ça. Si tu me lances là, je me lève. Des femmes d'ici. Je suis représentant Delali. Ah oui, la métisse. Tu es magnifique, Delali. Merci à vous. Bienvenue chez les Femmes d'ici. Oh, merci, c'est un plaisir. C'est la première fois que je viens. J'ai 2 de mes go qui sont venus ici, je crois déjà. C'est ça. Et ça me fait plaisir d'être là. Et Dieu a engendré. Mais la deuxième, c'était qui? Il y a eu Prissy qui est venue, non? Prissy. Ah oui, Prissy, oui, je me souviens de... Ouais. Et ma chérie, d'accord. Ben, écoutez, vous êtes les bienvenus ici. Tout le monde peut venir. Ici, la porte est ouverte. Il y a combien d'autres filles là-bas encore? Il y a beaucoup, hein. Elles n'ont qu'à venir. Elles n'ont qu'à venir. La commission. Alors, ensuite, on va présenter le coach des coachs. Lui, franchement, le coach, le futur entraîneur de l'équipe nationale de football. Le coach qui a le brassard, coach Yoman Jean-François. Allô, coach. Allô, c'est coach Yoman? Oui, bonjour, coach Yoman. Coach Yoman, j'ai des petits soucis. Comme tu es en tout jaune, tu peux régler mon problème. Très bien. Alors, merci beaucoup d'être là, tous les deux. Merci. Et on va parler des parents envahissants. On avait parlé une fois des parents toxiques, je pense la dernière, des mères toxiques l'année dernière. Maintenant, on va parler des parents envahissants. Est-ce qu'un parent peut réellement être envahissant pour son fils? Ça, c'est juste une question que je jette comme ça avant d'aller à la rue Sanim. Ouais. C'est possible parce que si tu prends en fait le mot parent, pour le comprendre davantage, il faut faire peut-être référence à une première image. Dans parent, il y a le mot paré protégé. Paré, ok. C'est le même mot que vous retrouvez dans pare-brise, pare-choc, etc.
D'accord. Donc, si vous comprenez que le parent a pour mission à la base de protéger, de créer un contexte dans lequel les enfants évoluent, à ce moment-là, très vite, on peut aller justement vers le fait d'être envahissant. Parce que le parent peut ne même pas se rendre compte que sa façon de faire peut se révéler une façon très envahissante et ça peut aller très rapidement dans des graves. Et puis, il faut savoir qu'il y a différents types de parents. De parents, on en parle tout à l'heure. Pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens, comment gérer des parents envahissants et on vous écoute. Pour moi, il faut les éviter. Il faut les éviter. Voilà. Dire la vérité à ses parents ne veut pas dire que tu les manques de respect. Mais souvent, il faut les faire comprendre qu'ils ont un comportement vraiment qui met mal à l'aise. Voilà. Donc, pour ne pas les manquer de respect, je pense qu'il faut les éviter. Matin, tu te réveilles, tu sors, tu vas te chercher, le soir, tu rentres, tu te laves, tu salues, tu ressors, c'est tout. Ça peut éviter beaucoup de choses. Plus on dit que dans la vie, quand les parents ont trop la bouche sur toi, là, ça attire des malédictions. Donc, pour éviter ces malédictions-là, il faut les éviter. Tu sors, s'il est l'heure de venir te coucher, tu vas te coucher. Voilà. Sinon, il y a d'autres parents, vraiment, s'ils n'ont pas mis la bouche sur toi, une seconde seulement, ils ne sont pas à l'aise. Les parents qui sont envahissants, vraiment, moi, je pense qu'il faut leur donner des conseils. De s'asseoir avec eux, puis leur parler. Mais en tapant dur, là, vraiment, tu empires encore la situation. Les parents qui sont envahissants, on déplace aussi le comportement aussi. Parce que quand tu es envahissant, ça veut dire que tu envahis la tête de la personne, tu envahis le ministère de la personne, tu envahis la maison de la personne, c'est pas intéressant. Quand c'est comme ça, on déplace les choses. Toi aussi, tu deviens plus envahissant que eux-mêmes. Donc c'est juste un peu ça. Je prends un exemple. Je ne peux pas être dans une entrée couchée. Et là, monsieur qui arrive avec ses soeurs, qui arrivent avec des enfants dehors déplacés, et puis venir m'envahir dans la maison. Mais alors ça ne peut pas aller. Donc là, la maman me devient plus envahissante qu'eux-mêmes. Et là, la maman, je vais aller chercher ma famille aussi. Si on peut être 15 dans entrée couchée, on va voir qui serait plus envahi que son ami. Et puis on avance. J'ai l'impression que la dernière, là, elle n'a pas bien compris la question. Elle parle peut-être de son chéri ou de son mari, mais pas de parents. On a profité pour lui dire la vérité en même temps. Voilà, c'est ça. Elle parle des parents de son chéri, même. Apparemment, on dirait qu'il y a un peu Oui, de truc. Il y a un petit quelque chose là qui l'a fasciné. Ça suffisait quelque part. La maison est petite. Son chéri, on voit ses frères, ses soeurs, ses cousins. Alors, ça va les ramasser, ça fait d'entrer coucher, ils vont se débrouiller. Là. Voilà. Oui, c'est vrai, elle n'a pas tort. C'est pas une mauvaise stratégie, Ouais, je pense. quand même. Alors, les filles, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà vous-même été victime de parents envahissants? Dis, je ne peux pas trop parler parce que... Je t'ai dit. Maman t'attend à la maison. C'est ça. Bon, si tu veux, il te saute. Quand elle ne peut pas parler. C'est bon. Je ne voulais pas poser la question à Didier. Non, en fait, elle n'est pas envahissante. Non, ne dis pas ça. De toute façon, tu ne parles pas là. Non, elle n'est pas envahissante, mais c'est vrai que j'ai quand même une maman qui est très protectrice. Ouais. Et souvent, ça étouffe un peu, mine de rien. Parce qu'elle a envie de tout savoir. Est-ce que tout est OK dans ta vie? Est-ce que professionnellement, sur le plan sentimental, le mariage, les enfants? Donc, bon, des fois, c'est... Mais enfin, moi, je prends ça pour de l'amour et non, ça ne me dérange pas plus que ça, en fait. Parce qu'on arrive à en discuter. Quand le problème est posé sur la table, j'arrive à lui dire dans quelle position est-ce que je me retrouve et que voilà, donc ça va. Elle ne se fâche pas? Non, elle ne se fâche pas. D'accord. Dis-le. Moi, non, j'ai jamais eu de parents envahissants, bien au contraire. Plutôt des parents qui te donnent un petit peu la liberté. Mais c'est vrai, une liberté quand même assez... avec l'éducation qui va avec, on ne te laisse pas non plus faire ce que tu veux. Mais en même temps, non, j'ai pas eu ce genre de problème. Du coup, quand je vais chez des amis, que je vois que les parents sont envahissants, je me pose la question, mais pourquoi? Parce que chez nous, on n'a pas vraiment eu ce souci-là. Les seules choses qu'on te demandait, c'est de bien travailler à l'école, de ne pas dormir chez tes amis, c'était interdit, de ne pas aller manger à table chez tes amis, c'est pas normal. Le midi, tes amis ne peuvent pas rester à la maison, il faut qu'ils rentrent chez eux.
Ouais, je veux dire, des petits des trucs règles. comme ça. Il ne faut pas regarder dans le plat. Maintenant, on aimait se servir des montagnes alors que tu sais que tu n'as pas fini. Mais tu sais pas que ton frère mange plus que toi. Les conneries comme ça, on tape dans ton dos parce qu'on t'éduque correctement. C'est ça. Mais je n'ai pas eu vraiment de parents envahissants. Il faut dire la vérité. Très bien, super. Aurélie. Moi également, je sais que j'ai une maman aussi qui était quand même assez dure, mais qui n'était pas réellement envahissante. Je pense qu'elle était très protectrice, surtout pendant l'adolescence. Après, pendant l'adolescence, on veut découvrir le monde. Donc forcément, il y avait quand même des règles à respecter. Il faut que tu passes un coup de fil s'il y a un souci. À telle heure, tu dois être à la maison. Si 5 minutes plus tard, tu n'es pas là, le bang-bang qui t'attend à la maison. Donc, il y avait quand même ces règles-là, mais elle laissait quand même... Parce qu'elle, par contre, elle m'expliquait quand elle était plus jeune que elle, ses parents étaient vraiment très envahissants. Ouais. Donc, elle, par rapport à ça, elle a voulu un petit peu relâcher la pression vis-à-vis de moi. C'est ça. Mais par contre... Quand je suis partie de la maison, je ne sais pas pourquoi, si ça vous est déjà arrivé, mais par contre, elle me passait des coups de fil tous les jours. Parce qu'elle avait perdu, elle me voyait plus tout le temps. Donc, au début, ça, on va dire que ça saoulait un peu, mais après, au fond, j'ai compris que c'était parce que vraiment, je lui manquais, quoi. C'est ça. Mais bon, c'était Oh, c'est équilibré mignon. quand même. C'est mignon. Délalique, Oui. dis-nous, est-ce que tu avais une maman ou des parents, les deux, envahissants? Alors plus jeune, non, parce que plus jeune, comme voilà, on l'a dit, je pense que c'était plus dans la protection, C'est ils ça. étaient là, on a l'éducation et tout. Et en fait, plus on grandit, en fait, et plus on va, je sais pas... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, ça a été la question des enfants, la question du mariage. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Et on te met une pression, je pense que c'est aussi très africain, je C'est pense, ça. dans nos sociétés africaines. Et c'est vrai que là, tu te dis, mais non, vous rentrez, ça, c'est ma vie perso. Mais on te dit, bon, ok, c'est ta vie personnelle, mais nous, en Afrique, c'est la vie, c'est nous tous, on est ensemble ici. Donc là, à ce moment-là, oui, j'ai pu ressentir un moment quand mon père me disait, bon, je veux avoir avant de mourir, je veux bientôt mourir, il faut que tu me fasses des Je vais bientôt mourir. et ça te met aussi une certaine pression. Et inconsciemment, j'ai eu mes enfants très vite, très vite. Et donc, du coup, oui, moi, j'ai eu à vivre ça. Et moi-même, j'ai développé ça sur mon petit frère, où j'étais très envahissante sur sa vie personnelle. Et j'ai peur de Reproduire ça. reproduire cela avec mon fils aujourd'hui, bon, il a 8 ans, hein, mais je sais que quand il va commencer, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un coach qui va me donner des tips pour pas être vraiment, ne pas reproduire ce schéma-là. Ce schéma-là. Est-ce que, coach, tout ce qu'on dit là, le fait de dire à sa fille qu'il faut se marier, est-ce que ça, c'est être envahissant? Après, il y a une limite. Ouais. Après, il y a une Il y en a, c'est limite, tous les mais jours. Voilà. Après, il y a une limite, mais il faut peut-être comprendre aussi. Parce que j'ai l'impression que si ça, c'est être envahissant, c'est que nous, on est envahissant envers Dija aussi. Ah non, ça, il faut Non, le mais dire. il y a ça veut dire si c'est dosé, ça va. Mais quand c'est tous les jours, quand on rabâche ça, quand on cherche à savoir avec qui tu sors, avec qui tu es, Est-ce que tu es célibataire? est-ce que tu es célibataire Pourquoi t'es pas pour les célibataire? enfants? Pourquoi t'es Oui, voilà. Effectivement, Ça, c'est de savoir à partir de quel moment Ouais. on peut dire que le parent Et envahissant. est envahissant. Ouais. Déjà, il faut peut-être remonter un tout petit peu sur le rôle du parent. Parce que ça peut paraître comme ça tout de suite facile à dire, mais les parents sont envahissants, etc. Mais quand chacun d'entre nous fera l'expérience de la parentalité, à ce moment-là, on se rendra compte peut-être qu'il n'était pas si envahissant C'est que ça. vrai. Effectivement. Alors, donc, faut peut-être inscrire la parentalité aujourd'hui dans l'un des rôles sociaux auxquels on n'est pas forcément préparé. C'est un rôle social, hein, être parent. C'est vrai qu'on est garçons et filles, etc. On a des projets de vie. Si on veut devenir médecin, on va faire des études. Donc, on se prépare. C'est ça. Si on veut être animatrice, etc., on va se former. Mais qui se forme vraiment pour être parent? On apprend tous les jours. On se forme. Il n'y a pas de formation véritable de SADEX. pour devenir parent. Et même vos propres parents ne vous ont pas préparé à devenir des parents. Ça, c'est vrai. Non. Donc, il y a cette espèce d'apprentissage sur le tas où on essaie de reproduire des modèles qu'on a vus soi-même et qui ne sont pas toujours des modèles qui nous ont plu, mais c'est ce à quoi on a été le plus C'est exposé. vrai. Donc, devenir parent arrive à un moment donné pour certaines personnes où c'était vraiment pas quelque chose de prévu. Enfin, je suis dans une relation, paf, un enfant apparaît, je me retrouve propulsé à être parent. Ouais. Donc, on peut avoir ce type de parents-là qui n'étaient pas préparés. On a aussi des parents qui le deviennent un peu plus tardivement. Donc, qui ont eu beaucoup de difficultés à devenir parents. Et donc, du coup, avoir cet enfant-là, il y a une connexion émotionnelle particulière. Et puis, il y a aussi des parents qui ont eu, on va dire peut-être, une histoire particulière autour de la venue au monde de l'enfant. Ouais. Donc,
du fait de l'histoire autour de la naissance de cet enfant, ça va créer un attachement particulier. Et ça, si on demande à toutes les mamans que vous êtes, à l'exception des Didja, bien sûr, mais ça vient. Grossesse difficile. Mais ça vient. Moi, j'ai vécu l'accouchement de ma sœur. Ah, d'accord. Mais c'était comme si c'était moi qui accouchais ce jour-là. Et voilà. Donc, oui, avec mon fils, on a une connexion particulière. Voilà, donc, vous réalisez qu'il y a aussi de l'instinct Ouais. dans toute cette affaire. Au bout d'un moment, c'est l'instinct de protection de la mère qui a vraiment envie de prendre soin de sa progéniture. Les parents donc se retrouvent propulsés dans ce rôle-là où ils doivent vraiment faire attention aux faits, aux gestes de l'enfant. Mais ça, c'est dans les premières années de vie, où l'enfant n'a pas encore un bon sens de l'orientation, il est encore innocent, il ne maîtrise pas trop l'environnement dans lequel il est. Donc, dans ses premières années de vie, le parent s'est habitué à un type de rapport avec l'enfant. Ouais. Et puis, le truc, c'est que, et ça, je pense que vous en rendrez compte, on ne voit pas nos enfants grandir. Parce qu'on les voit, on les voit toujours. Moi, ça m'a toujours fait rire, quoi, parce que jusqu'à un certain âge, mes parents continuent de m'appeler Junior, quoi, tu vois, parce que je suis homonyme à mon père, tu vois. Donc ils ne te voient pas grandir. Et vu qu'ils ne te voient pas grandir, ils ont toujours dans la tête, dans un coin de la tête, l'idée de te protéger. C'est ça. Et c'est cette protection qui, arrive à un certain âge, lorsque l'enfant commence à gagner en autonomie, devient maintenant envahissant. C'est à ce moment précis-là qu'on peut parler de parents. Envahissant. Est-ce que c'est pas normal en réalité que jusqu'à peut-être 16-17 ans, quand même, on ait un certain contrôle sur la vie de nos enfants, sachant que le monde dans lequel on est, moi je pense qu'en tant que maman, et ce que tu dis c'est très bien, parce qu'en tant que maman, j'ai 2 garçons, ils vont être bientôt des boules d'énergie, ça va commencer à chercher les copines et machin. Moi, je suis prête à aller jusqu'à mettre un logiciel espion dans leur téléphone pour savoir ce qu'ils se disent, parce je le reconnais. Est-ce qu'on t'a fait ça? Peut-être prête parce que dis donc. je n'ai pas envie de voir mon enfant dévier, je n'ai pas envie de voir que mon enfant avoir un danger. Je veux donc, moi, en tant que parent, je me dis, j'ai peur en fait. Donc, quelle est la limite à ne pas dépasser? Aurélie, tout à fait normal que tu ressentes cette insécurité. Et puis, on est dans un monde qui, de plus en plus, nous met en insécurité. C'est bien, mais attention, parce que si tu fonctionnes de cette manière-là, eh bien, ça va produire l'effet contraire. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans la surprotection, il faut plutôt donner à l'enfant les équipements, les outils dont il a besoin pour entrer très tôt en autonomie. D'accord? Pour entrer très tôt en autonomie. Et c'est là où justement on va parler d'être un parent envahissant. Le parent, en fait, il ne se rend pas compte qu'il va projeter ses propres peurs sur l'enfant. Ouais. Le parent va projeter aussi ses propres échecs sur l'enfant. Donc du coup, les enfants subissent inconsciemment et volontairement un stress des parents, parce que quelque part, on peut catégoriser, hein, quand on a eu des parents qui ont eu un niveau social très élevé, qui ont une certaine réussite, c'est comme si c'était un échec si leurs enfants n'arrivaient pas à ce même niveau. Donc du coup, à cause du regard des autres, ils sont obligés d'être vraiment, mais sans prendre le temps de changer avec ces enfants-là et de savoir réellement si, effectivement, ils sont en accord ou ils sont alignés avec cette vision qu'ils peuvent avoir. Donc, je retourne vers toi, Aurélie, vous dites que c'est très bien, ce sont des garçons. Encore, ce sont des garçons. Il faut faire suffisamment confiance à ces garçons-là. Il faut travailler sur leur autonomie par étapes. Par exemple, un premier niveau de cette autonomie pourrait être de leur permettre de réaliser certaines courses ou certaines tâches pas loin de la maison. Envoyez mon fils à la boutique une fois. Oui, il faut avoir suffisamment confiance. Le faire. Pourquoi? Eh bien, parce que... Je l'ai fait, c'était dur, mais je l'ai fait. L'envoyer à la boutique. L'idée, c'est que ces petits garçons que tu as là en ce moment, tu n'imagines pas qu'ils seront les époux d'une femme. C'était dur. Moi, personnellement, je ne suis pas prête pour ça non plus. Et le truc, c'est que... Vous êtes sérieuse, là? Et le truc, c'est que ce sont les mamans, malheureusement, C'est surtout nous, les mamans. qui ont cette perception-là. Et après, on se dit... Je suis maman, mais ça me fait rire, en fait. Et les papas aussi avec leurs filles. Ça me va très bien, en fait. tu Qu'il te ait dis, une go et tout. le mari que j'ai, il y a des tâches qu'il n'a pas envie d'accomplir, mais c'est exactement comme ça que sa maman a pensé. Ah oui. C'est comme ça, justement, qu'elle a géré et qui fait qu'aujourd'hui... Comment ça, ils se sont assis ensemble, là? À la maison de ma belle-fille. D'accord.
On va marquer une pause publicitaire et on va revenir, continuer le débat Vraiment. des clans. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, nous sommes avec Délali Demassi et Jean-François Yoma. On parle de parentalité. On reste toujours sur ça, hein, vraiment. Oui. Éducation des temps modernes. C'est ça. Alors, dans l'éducation des temps modernes, vous savez, souvent quand on raconte les histoires, les gens pensent qu'on s'adresse à une personne. Souvent, ça ressemble à la réalité. Tout à fait. Comme la dernière fois, j'ai expliqué un truc ici, le jour où vous qui était arrivé, d'autres se sont sentis visés. Alors que moi, c'est le cas, mais on ne peut pas venir expliquer. ça. Sinon, ça ressemble aux autres émissions, hein, de dire qu'on a lu des lettres. Alors, il y a une dame qui nous a écrit comme ça lorsqu'on a lancé le sujet. Elle a envoyé sur notre fameux numéro WhatsApp. Elle dit, elle vit avec son mari, et son mari a son ex. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, les enfants viennent passer le week-end, ils repartent. Mais depuis un certain temps, la femme s'est déchargée des enfants. Carrément, elle a laissé l'enfant chez son mari. Elle ne veut plus s'en occuper. Chose même qui est grave, c'est que la dame a laissé un téléphone dans la main des enfants. Donc, quand elle est chez elle, c'est comme Terminator. Elle appelle pour savoir, tu as mangé? Sa femme a porté quel habit? Sa femme a marché comment? Est-ce qu'ils ont dormi ensemble? Tu as incité les bonnes là? Il y a quoi là-bas? Tu as frappé son enfant? Tu n'as pas frappé son enfant? C'est des caméras CCTV, on appelle ça à Londres. Bon, ça là, c'est un parent envahissant ou bien c'est un parent toxique? Destructeur. Parce que les enfants, ils sont des enfants. Il n'y a même pas un qui a 18 ans. Et il est en train de les manipuler comme ça. Alors moi, je dis à la dame, madame, le coach Yoma arrive. Yoma. Allô, oui, allô. Et là, je suis... dirais, si l'expression est juste, hein, je dirais que c'est une mec destructo-toxique. Destructeur toxique. Mais Vraiment, la c'est réponse malheureusement ce qui se passe lorsqu'il y a des ruptures. C'est malheureusement ce qui se passe lorsque ces ruptures-là sont mal gérées ou mal digérées. Ouais. On se retrouve à utiliser les enfants comme en fait des moyens de manipulation, de pression ou pour faire mal à l'autre, comme si les enfants devenaient des armes. Oui. Je trouve que c'est méchant, je trouve que c'est pervers et que c'est une démonstration pure et simple du fait qu'on n'aime pas ces enfants-là. Wow. D'accord? Et qu'il faut les mettre vraiment à l'écart de vos problèmes d'adultes. Car je dis une chose, hein, vous pouvez vous tromper de partenaire. Vous pouvez même avoir commis l'erreur de rencontrer une femme, mais un enfant n'est jamais une erreur. La venue au monde d'un enfant, c'est jamais une erreur. C'est jamais un accident. Du coup, quand c'est comme ça, une éducation comme ça, comment elle peut être Alors, réglée? de manière très claire, moi, je pense que c'est au père de prendre ses responsabilités. Ouais. Oui, parce que l'enfant, il n'a pas seulement pour parent la mère, il a aussi pour parent le père. Et le père, dans ce contexte-là, doit pouvoir prendre ses responsabilités, l'appeler et lui expliquer que ça ne se passera pas comme ça. On est clairement dans un contexte de famille recomposée. Et dans la famille recomposée, il y a des éducations qui sont différentes. Mais on définit un modèle d'éducation que nous, on veut dans la famille qu'on est en train de bâtir. Et il y a une sorte de collaboration ou, si tu veux, de participation intelligente à laquelle on va amener le parent qui est hors du nouveau foyer que je suis en train de construire. Et si dans notre modèle, à 4 ans, 5 ans, les enfants ne doivent pas avoir de téléphone, ben écoute, madame, même si vous travaillez dans l'une des téléphonies les plus performantes au monde, votre enfant n'aura pas de téléphone dans notre maison. Je pense que très sincèrement, ce qui est en train de se passer là, ça peut paraître une mère qui est vraiment intéressée par ce qui se passe dans la vie de son enfant, mais elle est en train malheureusement de détruire cet enfant-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'est pas à un âge où il est conscient de ce qui se passe. Et les enfants, généralement, dans ce type de modèle, ça les arrange bien. D'être un peu du côté du parent qui laisse un peu faire les choses et qui a le sentiment que le parent qui sert un peu plus, il est trop difficile, qu'il est méchant, il est trop méchant, etc. Donc, non, il faut prendre, en tout cas, tu diras à cette dame-là, si c'est elle qui a écrit, tu lui diras, madame, excusez-moi, mais le coach m'a dit de vous dire que... Envahissante ou pas, coach? Elle n'est même pas Le deuxième cas, et c'est fini pour moi. Deuxième cas, il y a une dame qui nous a écrit. Elle dit, elle a tellement bien éduqué son enfant. Elle l'a mis dans les écoles privées. Elle a fait tout pour l'enfant. Quand l'enfant travaille bien, il va aux États-Unis. Quand il travaille bien, il va en France. Elle lui donne l'argent de poche. L'enfant ne connaît pas les boîtes de nuit. L'enfant, vraiment, elle n'a jamais eu de problème. Et un beau matin, on l'appelle pour dire que son enfant est en garde à vue. Déjà, l'enfant, quand il dit ça chez ses camarades, la nuit, les enfants débloquent la voiture de leurs parents. Ils sortent.
ils vont sortir, ils vont se droguer, ils vont faire tout ce que vous voulez. Elle était dépassée. Et quand elle arrive au commissariat, pour elle, elle jure par A plus B que ça peut pas être son enfant. Elle a trop bien éduqué, elle est trop dans le cocon. Et le policier dit, c'est votre enfant même qui est leader. C'est lui-même qui encourage ses amis, c'est lui-même qui connaît Ghetto. Ouais. Donc elle a écrit pour dire, dans ce cas, elle a été humiliée. Elle se demande si elle a raté quelque chose de l'éducation de son enfant. Pourtant, elle dit, elle vérifie tout portable de l'enfant. Elle vérifie à son école. Ça dit, de façon, on dit envahissant, là. Elle a fini avec ça. Donc, elle veut savoir. Là-dessus, je te dirais 2 choses, Yasmine. Voilà. La première, c'est qu'on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Ouais. Voilà. D'accord? Vous pouvez donner la meilleure éducation à un enfant, vous pouvez mettre tout ce qu'il faut à la disposition de cet enfant, mais un enfant naît avec sa personnalité. Un enfant naît avec son aura. Un enfant naît avec ses particularités. Et malheureusement, on peut se retrouver dans des schémas avec des enfants qui, malgré ce qu'on leur présente dans l'environnement familial, etc., dans lequel ils sont, vont être plus sensibles ou vont être plus attirés par d'autres choses. Il y a des enfants qui aiment le danger, qui aiment le risque. Ça peut dépendre aussi de ce à quoi l'enfant a été exposé. Il faut faire très attention aussi au type de film que les enfants regardent. Il faut faire très attention au type d'exposition, de lecture que l'enfant fait. De plus en plus, malheureusement, aujourd'hui, les parents ne font pas attention à ça. On se dit, il est devant un dessin animé, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a comme programme dedans? Est-ce que vous asseyez au moins une fois avec vos enfants et vous essayez de voir c'est quoi les personnages? La fois dernière, j'étais assise devant la télé. Mon fils de 4 ans en train de regarder et dans le dessin animé, on dit « Ah, mais c'est cet ours mal léché là qui a fait ça. » Voilà. Je dis « Mais moi-même, je n'emploie pas ce terme, Exactement. ours mal léché. » Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, par exemple, dans certains dessins animés, moi, je n'ai pas de problème avec les différents genres, mais je vais dire qu'en fonction de l'orientation qu'on donne à nos enfants, c'est en fonction de cette orientation-là qu'on leur donne accès à des contenus, qu'on leur donne accès à certaines choses qu'ils peuvent lire. C'est très vrai. Donc, mettez-vous, pour terminer là-dessus, Yasmine, ça peut être des aspects autour desquels elle est passée. Parce qu'il ne faut pas confondre, ça c'est le deuxième point, il ne faut pas confondre, je mets tout à la disposition de mon enfant, d'accord? Parce qu'il est dans les bonnes écoles, parce qu'il a tout ce qu'il veut. Et prendre vraiment le temps avec l'enfant. Ce qui construit réellement un enfant, je ne parle pas de ceux qui ont naturellement des prédispositions pour glisser ou pour aller ailleurs. Mais je parle de ce qui est vraiment important pour un enfant, c'est le temps de qualité que vous passez avec l'enfant. Et ça, malheureusement, peut-être que ce temps de qualité-là... Juste une parenthèse pour revenir justement au message qui passe. Même je trouve que les moins de 12... Quand les signalétiques moins de 12 ans, je trouve que c'est ce qui passe pour un enfant, pour un moins de 12 ans, c'est effarant souvent. Oui. Mais moi, je voulais revenir sur... effarant, ouais. Ah ouais, non. Elle a raison, ouais. Tu nous as donné ça. S'il vous plaît. Donc, moi, je veux plutôt qu'on parte dans le style de parents un peu plus âgés. C'est-à-dire, quand on rentre maintenant dans un mariage, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est important, tu es marié avec ton mari, et la maman du mari vient tous les jours s'asseoir dans ta maison. C'est-à-dire que, et le mari, en fait, elle dit même comment tu dois préparer pour son fils. Ouais. Quand tu fais pas ça, on dit que tu es une mauvaise belle-fille, que tu fais ci, que c'est pas une bonne fille. Elle va toujours venir casser du sucre dans le dos quand tu n'es pas là. Bon, dans ce genre de cas-là, comment est-ce qu'on peut gérer une maman envahissante? Et je ne dis pas, et ça peut être des papas. Une belle-mère, tu veux dire. Une belle-mère envahissante, parce que bon, Aurélie, après... Je vais te ramener ta propre expression. Tu dis que tu connais mieux ton fils que lui-même. Et c'est comme ça que ça commence. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Aurélie, à ce moment précis-là, tu ne réalises pas que cet enfant-là peut se retrouver dans un contexte de vie de couple où celle qu'il a rencontrée aujourd'hui semble le connaître mieux que lui aussi. Ah, voilà ça. Oui, c'est vrai. Ah, tu vois. Donc, je vous écoute. C'est ça qui se passe. Non, mais moi, en fait, c'est le prolongement de ce type de parent envahissant, mais qui suit l'enfant dans toutes les étapes de sa vie. Ouais. En fait, ce n'est pas qu'il devient envahissant quand il se marie, non. Il a toujours été là. Envahissant. Donc maintenant, il est marié, non. Il va se retrouver dans son on a déjà vu. C'est la même phase. Elle peut avoir aussi vécu des traumatismes qui font, comme on dit, peut-être qu'elle a eu un seul enfant dans sa vie et c'est son seul trésor. Mais à ce moment-là, comment l'enfant doit gérer la maman pour éviter justement que ça n'interfère dans sa relation? Dans ce contexte-là, Aurélie, tu peux avoir des enfants qui ont très tôt compris que, bon, voilà comment maman fonctionne. Voilà. Et donc, quand il va te rencontrer, il va t'expliquer un tout petit peu comment sa mère fonctionne.
attention à ce type-là. Parce qu'il t'explique comment sa mère fonctionne, mais ça ne changera pas l'atmosphère qui va prévaloir. C'est pas parce que je comprends que ta mère, elle est veuve, elle n'a eu que toi, etc. C'est pas parce que je comprends ça que je suis prête à accepter qu'elle vive, en fait, au milieu de nous, dans le même, je sais pas moi, sur le même lit, etc. Le deuxième modèle, c'est celui-là, en fait, qui finalement se rend compte du fait que là, quand il était encore seul, oui, c'était possible que maman gère un certain nombre de choses, mais maintenant, il est marié ou elle est mariée, et alors, c'est à lui d'en parler avec sa mère. Parce que ça va être difficile de te retrouver dans un contexte où le mec, il te dit, ben écoute, c'est toi la maîtresse de maison, tu décides les choses, si tu veux pas qu'elle vienne, attention. Oui, ça, parce c'est que finalement, en fait, la personne ne prend pas ses responsabilités. C'est ça, exactement. Voilà, celui dont le parent vient dans la maison, là, c'est à lui de parler à ses parents. C'est ça, exactement. Voilà, faut qu'on se parle d'un français simple. Est-ce que tu... Voilà. Oui, non, mais ça, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est à la personne, à la personne dont les parents sont de prendre la responsabilité, d'en parler. Alors, de toute façon, la maman, toi, je prends ton exemple, ou moi-même, je prends notre exemple. De toute façon, nous, on est là sur nos enfants. C'est comme ça aussi, on doit se dire, bon, je sais que mon fils peut... Parce que comme j'ai instauré cette communication aussi, je sais que plus tard, mon fils, quand je vais être dépassé un peu maman, là, je sais qu'il aura aussi les mots pour me parler. Et c'est pour ça que je parlais de communication tout à l'heure, parce que, et dès le plus bas âge, c'est d'instaurer ce climat de confiance où je sais que demain, si je dévie un peu, je deviens trop envahissante, mon fils sera à même de me parler, de me dire, ah, maman, là, tu vois, ça veut pas dire qu'il m'aime pas ou qu'il m'aime plus. Ou que... Non, et je reviendrai à ma place. Je sais que ça va être un peu difficile. C'est ça. À ma place. Et ma mère, ça a été ça. Ma mère, on est très proches. Et ma mère, je dis, ah, maman, là, tu dépasses. Je sais comment la prendre, comment lui parler. Et puis, ça s'est recadré tout de suite. Mais c'est vrai qu'effectivement, à un moment donné, si le parent, il sait pas se remettre lui-même à sa place, là, ça devient compliqué. Il faut que nous, en tant que parents, on puisse aussi se... Parce qu'en Afrique, on se dit que l'enfant n'a pas le droit de dire des choses. Tu as tes enfants, tu veux leur donner une certaine éducation, mais tu as ton parent derrière toi qui te dit non, faut pas faire ça. Oui. Non, faut faire comme ça. Ouais. Mais pourquoi tu fais ça à ton enfant alors que c'est ton enfant? Donc comment tu mets aussi cette barrière-là en Après, on va dire que je suis trop... mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, en fait, autant on choque un coup, et puis après, on gère derrière. C'est ça. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on est clairement dans le modèle de parent qui n'a pas vu son enfant grandir. C'est-à-dire qui estime que même sur l'éducation de ton enfant, tu ne fais pas assez bien. Même sur l'école que tu choisis, c'est pas une assez bonne école. Là, on est dans un modèle de grands-parents. On n'est même plus dans la parentalité simple. On est dans la grande parentalité où les grands-parents estiment que s'ils ont réussi à faire de toi une personne qui a réussi dans la vie, ils peuvent encore faire quelque chose pour tes enfants à toi. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, il faut poser une balise. On ne va pas la poser de façon irrespectueuse ou irrévérencieuse, mais c'est de prendre le parent en question et de parler avec lui. Écoute, papa ou bien maman, je suis d'accord avec tout ce que tu fais pour moi. Ça paraît difficile. Hein, l'aliment s'évanouit. Ça paraît difficile. Mais il faut savoir que moi, tu parles comme quand ça. vous allez le faire... Tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, mais tu sais quoi, Dija, quand tu vas le faire, parce que le parent, parfois, il est aussi un peu manipulateur. Ouais. D'accord? Une fois que tu vas le faire, c'est vrai qu'il va être choqué, peut-être qu'il va pleurer, peut-être, mais il va se rendre compte par ta réaction que tu as atteint un niveau de maturité qui fait qu'il n'a plus besoin de s'inquiéter. Alors, en fait. C'est quand même Yasmine. quelque chose de très, très important. Alors, ce genre de grands-parents, ils sont toujours en train de critiquer, même de toute façon. Bon, ça, on peut laisser. Alors, c'est une maman et un papa qui ont écrit et ils disent que, justement, lorsque les enfants étaient plus jeunes, il n'a pas laissé sa fille avoir des petites amies. Donc, genre, souvent, disant, lui, là, c'est ton mari, hein, lui, là, c'est ton temps pour rigoler. Il a tellement coincé sa fille que sa fille, à l'âge de 24 ans, elle ne connaissait pas encore garçon. Et un jour, la fille, il dit qu'une fois qu'elle a dit quoi, 26 ans, il a vu que sa fille a une meilleure amie depuis qu'elles sont petites. Et il a entendu, les gens lui ont dit que sa fille en couple est sa meilleure amie. Donc, il a confondu sa fille. Et il dit quoi dans la lettre? Ma fille a osé me dire que papa, tu m'as tellement coincé que j'avais aussi des pulsions. On ne peut même pas parler de ça avec vous. Je ne savais pas comment faire. J'avais honte d'en parler, puis c'était un problème. Et la fille est restée dedans. Pareil pour le petit garçon. La maman dit, elle ne veut pas qu'il ait une copine. Donc, elle le laissait à ses amis pour aller jouer Golgorat. Moi, ça, c'est notre temps, Golgorat. Vous, votre temps, là, bas ça comment? Votre dessin animé, là. Dora l'abeille, ou bien Dora la marraine, aller jouer dans les conneries quand elle est l'enfant. Et l'enfant aussi, il a ses amis dans l'adolescence.
Elle laissait dormir ensemble. Elle s'est dit que non, son fils ne fait pas des bêtises. Il ne va pas encetter femme dehors vite. Et finalement, il est resté à son meilleur ami. Donc, il est venu l'avouer. Est-ce que c'est la faute des parents ou bien Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? L'enfant a dit que lui, c'est la... Il faut savoir que le vrai portail aujourd'hui, ce n'est pas celui de la maison. Le vrai portail aujourd'hui, c'est le monde virtuel. C'est Internet. On parle aussi de portail. Donc, un enfant peut ne même pas sortir. Il peut ne même pas avoir d'amis. Et puis être dans son monde et vivre des choses incroyables. Aujourd'hui, on a eu à accompagner et gérer des cas dans lesquels il y avait ces histoires de pyjama party, où les filles se retrouvent entre elles et puis tu es tranquille. C'est des filles qui sont entre elles. Mais en fait, de quoi il s'agissait dans ces pyjamas parties? Mais la femme, elle était prête à mettre le doigt au feu et de dire, moi, ma fille, elle n'est pas dans les histoires de petits garçons, mais dans quoi elle était? Donc, attention, je pense que jamais la confiance, là, ça n'exclut pas le contrôle. Et puis, il faut éviter d'être un parent castateur. Il faut éviter d'être un parent qui a peur que certaines choses arrivent à ses enfants. Si tu en as peur, autant à faire asseoir l'enfant, parler avec lui. Même tes peurs. Tu peux confier tes peurs à tes enfants. Tu peux leur dire, écoute, moi, j'ai un problème, par exemple, avec les amitiés. Donc, comme j'ai un problème avec les amitiés, si vous avez des amis, je préfère qu'ils viennent à la maison. Je veux connaître vos amis. Moi, c'est ce que je fais avec mon fils. C'est important de connaître et ma fille. Je veux connaître tes amis. Je veux échanger avec eux. Je veux savoir qui sont leurs parents. Je veux savoir comment... Et c'est comme ça que tu te rends compte. Parce que si vos enfants ne développent que des amitiés en dehors de la maison, vous avez des problèmes. Un autre élément pratique que je donne aux parents, c'est par exemple le groupe WhatsApp familial. Moi, j'ai un groupe WhatsApp où je suis avec mon épouse et mes enfants. Et quand je tombe sur des informations, par exemple, on dit que dans certaines écoles, on vend des comprimés qui ressemblent, enfin, de la drogue qui ressemble à des bonbons, je poste dans la plateforme, on en discute. Est-ce que vous êtes déjà tombé là-dessus? Est-ce que vous avez déjà vu si? Quand on me dit, par exemple, dans certaines écoles, il y a des tontines sexuelles, je mets dans le groupe, déjà, il y a la vidéo dans la journée. Le soir, quand je rentre, ou si je suis rentré trop tard le week-end, on va en discuter. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que C'est chic, hein? Il faut en parler, parce que si vous avez peur d'en parler, ce que vous n'oserez pas aborder avec vos enfants, d'autres personnes vont aborder ce sujet-là avec l'enfant, et malheureusement, elles n'en parleront pas comme vous auriez aimé en parler avec vos enfants. Donc, n'ayez pas de sujet tabou. Sur ce point spécifique, par exemple, c'est peut-être parce que la personne n'est pas entrée dans le quotidien de la petite, en fait. Et aller voir qu'est-ce qu'elle fait. C'est qui son ami? Comment ça se passe entre eux, etc. On est déjà à la fin de l'émission. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... Lali, je te vois tellement... Non, mais parce que c'est des sujets qui... ça me passionne et effectivement, il a totalement raison. Tout ce qu'il dit, il a parlé de communication, il a parlé vraiment de savoir faire la part des choses, le juste milieu avec nos enfants. Et c'est aujourd'hui, on est obligé d'être au courant de tout. Il y a des parents qui ne veulent même plus aller sur les téléphones, qui savent pas. Il faut aller sur les téléphones, il faut savoir, il faut se renseigner. Vous deux, vous êtes convaincus maintenant? Oui, non, mais totalement. Nous, moi, oui, on a toujours été. Ok, très bien. Le logiciel espion restera. Ça restera. Très bien, d'accord. Alors, je pense peut-être qu'on va encore faire certaines émissions sur cette affaire de parentalité pour avoir des questions pratiques, en fait, parce qu'on ne peut pas tout aborder en 1 heure de temps. L'émission est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Coach Yoman avec Delali. On en fera une autre, c'est promis. Bye bye. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle aujourd'hui des parents envahissants avec coach Yoman Jean-François et Delali Damessi. Je rappelle qu'en première partie, Aurélie a dit qu'elle avait peur d'envoyer son fils à la boutique. Et Delali aussi a peur que son fils ait une go demain. C'est bien qu'il l'aime, vraiment. Si ça peut... On va voilà. Et dans le camp... Dans notre camp, nous ici, au contraire, on a eu une crainte très tôt. On a voulu voir nos jeunes garçons avoir des copines à l'école. Et quand ton fils t'envoie une première copine, mais tu es tellement contente. Tu t'es dit que c'est une casse. Il n'envoie pas à la maison pour faire des bêtises. Oui, bien sûr, mais au moins... il te dit, je suis amoureux d'une fille. Tu te dis, super. Et moi, je donne l'argent pour aller au cinéma, pour aller manger avec la fille. Mais c'est pas aller à l'hôtel, quoi. C'est des enfants. C'est des amourettes de petits garçons. Des fois, je lui pose la question, elle est gentille.
Et fais attention, faut pas lui... Tu vois, tu donnes des conseils. C'est ça. C'est très intéressant de participer à la vie de son enfant sans toutefois être envahissante. Moi, quand j'étais plus jeune, mes copines dont les parents étaient très envahissants, qui disaient, ah, celle-là, elle a trop de liberté, faut pas marcher avec elle. Celle-là, mais elle est comme si elle est gâtée. Celle-là, elle est trop bien, qui avait toujours des jugements, que Dieu me pardonne. Mais lorsque je suis repartie dans mon ancien quartier, il n'y a pas un qui a réussi sa vie. L'autre est tombé drogué, l'autre est devenu autre chose. Ça dit, ça n'a pas été ça. Mais nous, les piens, non, les parents nous laissaient vraiment, pas une grande liberté, mais connaître la vie. Comme mon père dit souvent, il est bon de connaître la vie du dehors pour te forger, parce qu'il y a l'éducation de la maison, mais il y a aussi ton auto-éducation et la vie du dehors. Tous ensemble, ça fait une bulle dans laquelle tu vis. Parce que imagine à la maison, tu as tout. Tout ce que tu veux, on te donne. Quand tu sors on te refuse quelque chose, tu es fâché. Parce que pourtant, on ne t'a jamais rien refusé. Donc, tu commences à avoir un autre caractère qui est totalement différent. C'est important de faire les deux, quoi. Sinon, nous, ici, on envoie nos enfants, ils balaient, ils lavent les assiettes. Quoi? Ah non, pour ça, c'est ça. ça. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, moi, par exemple, mon fils, lui, on cuisine ensemble, on fait des choses ensemble. Je veux lui apprendre à, quand il va être indépendant et partir plus tard, être déjà prêt. Ça, c'est super important. Mais qu'est-ce que tu fais pas, Adélali? On n'avait pas entendu Aurélie, mais qu'est-ce que toi, Qu'est-ce que je fais pas pour le moment? Je suis pas. Je le protège. En fait, je le protège encore un peu parce que je me dis qu'il a 8 ans et que c'est pas encore le moment. C'est encore mon bébé. Mais quand il va grandir, effectivement, je sais que. Parce que bon, moi, je connais aussi bien les questions de parentalité. Je sais qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses, il faut prendre le juste milieu. Et je trouve que la communication, ça, on le dit pas assez, mais la communication avec les enfants est très importante. Surtout que. Mais la bonne communication. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on est là, on veut les protéger, mais il faut vraiment leur donner les bonnes informations parce que, comme elle a dit, le dehors est difficile. Mais tu as peur qu'il ait une copine demain? Non, il va avoir, mais ça va être un peu tard d'abord. Mais j'aurai toujours l'œil dessus et tout. Mais voilà, s'il est heureux, bien sûr, c'est la priorité à son bonheur. Mais je resterai quand même derrière pour surveiller. Comme Aurélie, on va mettre des trucs, des espions. Les parents se protègent, c'est un peu dangereux pour les enfants. Parce que moi, je prends toujours l'exemple de quand je me suis retrouvée à l'internat, tu avais des enfants qui n'avaient jamais vraiment été confrontés à la vie extérieure, à la vie en communauté, comment se débrouiller seuls sans l'aide des parents. Et ils étaient complètement dépassés. Alors que nous autres, bon, toi, tu as lavé douche jusqu'à... Qu'est-ce qui va m'être vrai à l'internat, en fait. Et donc, c'est vrai qu'on projette énorme. Les parents ne vont pas dire qu'ils sont surprotecteurs ou quoi. Ils vont dire qu'ils aiment leurs enfants, ce qui est normal. Mais le trop plein d'amour donné à l'enfant fait que l'enfant n'arrive pas à s'épanouir. Il est toujours entre vos jupons. C'est vous qui faites littéralement tout pour lui. Vous lui facilitez tout. Et demain, quand il se retrouve dans un environnement où il n'y a personne pour lui tenir la main, il ne sait même pas par où commencer. En fait, je trouve que c'est dangereux. Moi, ce que je veux dire, je voudrais qu'on fasse la différence entre un parent surprotecteur et un parent quand même qui laisse envahissant, comme on dit. Parce que moi, par exemple, je dis à mon enfant, tu débarrasses, tu nettoies, ça, c'est l'éducation interne. C'est l'éducation. Quelle est justement, et moi je demande au coach, quelle est la différence qu'il faut faire? Parce que effectivement, il faut qu'on donne une autonomie à nos enfants, mais quelle est la limite à ne pas dépasser, clairement? Je pense que cette limite-là se trouve à 2 niveaux. D'abord, il ne faut peut-être pas confondre le fait d'avoir un parent envahissant qui peut être un très bon parent. Exactement. Ça peut être un très bon parent, un parent qui inculque des valeurs, qui donne une très bonne éducation à ses enfants. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que ce parent-là, il veut communiquer des valeurs à son enfant, lui donner une très bonne éducation, qu'il finit par décider, en guillemets, de ce qui peut être bien ou pas pour l'enfant. Donc, attention, il y a des phases dans le développement de l'enfant auxquelles il faut être sensible. Par exemple, de 0 jusqu'à 3 ans, l'enfant ne peut pas décider. On est d'accord? Bien sûr. Il ne peut pas décider. Mais vous vous rendrez compte, par exemple, que pour toutes les femmes qui ont allaité, vous allez vous rendre compte que, généralement, quand vous allez proposer la tétée à l'enfant, il va chercher d'une certaine façon. Cet instinct de la succion, c'est aussi une façon pour la maman de faire participer son enfant. C'est même pas conseillé de donner. Il faut laisser l'enfant trouver. Donc ça va développer des réflexes chez l'enfant. Et ça, c'est super important. C'est très important. À un moment donné, quand l'enfant a fini la tétée, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il n'en veut plus. Et même quand il a 2 mois, 3 mois, quelques semaines, quand il est OK, il est OK. Même si vous insistez, l'enfant va manifester. Donc ne croyez pas que parce que vous avez des enfants qui sont à bas âge et qui n'ont pas de volonté, il faut tenir compte justement de cette volonté-là et démarrer la communication avec les enfants le plus tôt possible. Et cette communication, même si vous avez le sentiment que l'enfant ne comprend pas,
il ressent les choses. Exactement. Il ressent les choses. Il faut parler avec lui. Est-ce que tu veux faire ceci? Est-ce que tu as envie de faire ça? Même si, c'est vrai, l'enfant, il est encore petit, donc il ne mesure pas encore bien le danger, etc., et que vous le protégez de pas mal de choses, mais il y a cette petite participation. Après, vous avez la période de 3 ans jusqu'à 6 ans, où l'enfant va commencer à découvrir son monde, il va commencer à découvrir le monde extérieur, etc. Et à ce moment-là, l'enfant, il négocie sa volonté. Vous lui prenez quelque chose, il dit « je ne veux pas ». D'accord, l'enfant, il manifeste, il est dans des attitudes un peu de manipulation. Ouais. Vous lui prenez quelque chose, il crie, il pleure. Et il essaie de voir si vous êtes le genre de parent qui va lâcher prise, etc. C'est vrai. Donc déjà, dans cette perspective-là, vous devez vous rendre compte qu'en tant que parent, vous devez prendre aussi conscience que l'enfant se développe au fur et à mesure avec vous. Parce que c'est vrai que c'est un enfant, mais vous aussi, vous êtes parfois un nouveau parent. Ouais, Donc, c'est clair. vous êtes tous deux dans une nouvelle expérience. Effectivement. OK. Et puis, vous allez avoir la tranche donc, de 6 à 9 ans. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a des prépubères. Ouais. Aujourd'hui, on a des enfants qui entrent en puberté de façon très, très précoce. Hein. Chez les jeunes filles, 9 ans déjà, elles sont réglées pour certaines, etc. Et c'est là où, justement, cette communication doit commencer à se faire, où je suis d'accord avec... Yasmine? avec Yasmine sur le fait qu'il faut comprendre que le fait de ressentir, le fait d'aimer, le fait de tomber, ça fait partie de la structure affective d'un individu. Que ce soit un enfant de 5 ans qui peut tomber amoureux, en maternelle, etc. Ne réprimez pas cela chez l'enfant. Parce que je veux dire que n'importe quel arbre qui est censé porter du fruit va avoir des bourgeons. Et ces bourgeons-là, c'est symptomatique du fait que cet arbre-là va vraiment porter du fruit. Donc, des fois, à ce bas âge-là, si le parent il n'est pas trop envahissant et qu'il est plutôt dans l'observation et dans l'analyse, il peut se rendre compte que mon jeune garçon, attention, il y a des réflexes qu'il n'a pas, il y a des attitudes qu'il n'a pas. Attention, ma jeune fille, et c'est là où, malheureusement, on est envahissant, mais je trouve qu'on est envahissant pour pas grand-chose, en fait. oui, On est sur des détails. Oui. Et on passe à côté de l'essentiel. Oui. L'essentiel qui peut être cet éveil de l'enfant, cette capacité à s'ouvrir. On peut avoir justement des enfants qu'on n'a pas peut-être rapidement perçus comme étant de gros timides et qui n'ont pas la capacité de s'exprimer en public, par exemple. Ouais. Mais on les couvre tellement qu'on ne peut pas vraiment voir l'enfant exprimer un certain nombre de choses. Et c'est peut-être plus tard qu'on se rend compte que l'arbre, il est déjà... Mais il est gâté, déjà- c'est On a un gâté. petit truc ici, là. on a, Donc voilà, ça c'est vraiment des c'est un aspects peu importants. dans l'enfance et la préadolescence, si je peux dire ça. Mais il y a des parents aujourd'hui qui, même dans la vie adulte de leurs enfants, sont là. Choix de carrière, choix du compagnon, de la compagne, tout ça, ils sont présents, ils veulent vraiment avoir leur mot à dire. Est-ce que ça, ça ne devient pas toxique à la longue? Mais bien sûr, c'est là où je disais que si on a appris à croître, à grandir avec l'enfant, si on a été sensible à ce que l'enfant est et qu'on a compris notre rôle de parent, que notre rôle de parent, c'était de baliser et de donner à l'enfant des valeurs. Si on croit aux valeurs qu'on lui a données, si on croit à l'éducation qu'on lui a inculquée, après, on peut être capable, un peu comme ça se fait à l'école. Le professeur, pendant 6 mois ou 9 mois, il vous donne des cours et après, on vous évalue. C'est ça. À l'étape de l'évaluation, il t'observe, il regarde comment tu réagis. Et les parents devaient pouvoir être capables, justement, de détecter plus tôt cette capacité-là chez leurs enfants. Et pourquoi on en arrive justement à des parents qui croient qu'ils peuvent décider de la vie et de l'avenir de leurs enfants. Généralement, vous verrez que ce type de parents-là, eux-mêmes, ont été dans ce fonctionnement. Et à ce moment-là, il faut distinguer, comme je l'ai dit là, des parents dès le départ, qui sont dans une répétition d'un schéma psychologique et parental dans lequel ils ont eux-mêmes été et qui n'ont pas toujours aimé. Hein. Ils n'ont pas toujours aimé, mais avec le temps, avec le développement, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient que ce schéma-là à perpétuer. Et c'est pour ça que... Oui, Delali. Mais oui, mais des fois, bon, moi, enfin, je ne sais pas pour vous contredire, mais par exemple, des fois, on a été dans un... On va dire, voilà, on est en Afrique, il y a un schéma, on sait tous, voilà, et les parents sont
pour la plupart, on va dire, envahissants parce qu'ils veulent, comme elle a dit, s'immiscer dans la vie, que ce soit les choix de carrière, le compagnon et tout. Mais nous, par exemple, on va dire, on est la nouvelle génération, on a eu des parents, on va dire, qui avaient pas... Moi, ma mère, par exemple, elle est franco-ivoirienne, donc elle a reçu l'éducation française, l'éducation africaine, elle a reçu les deux, mais il y a eu certains moments où elle a, le côté envahissant est venu. Pourtant, elle a été dans ce schéma-là. Et moi, maintenant, je suis de la nouvelle génération, mais je me retrouve aussi à me dire, mais bon, comment je fonctionne? Parce qu'aujourd'hui, on a un peu de tout. On a la parentalité, on va dire 2.0, on a l'ancienne école. Comment on se retrouve en tant que parent aujourd'hui? Et des fois, on n'a pas envie de faire ce schéma-là. Moi, des fois, j'ai pas envie de... Parce que je connais les deux schémas et j'ai pas envie de répéter ça. Et c'est un peu compliqué, en tout cas, dans la société actuelle. Et comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, de se retrouver et en tant que parent, d'essayer de ne pas être envahissant, d'essayer de les laisser, de faire leur propre choix. C'est un peu compliqué. Mais attention, les laisser faire leur propre choix, comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire très clairement qu'on ne leur a pas donné les outils. Oui. Et c'est sur les outils, justement, qu'il faut qu'on travaille. C'est-à-dire que très clairement, qu'est-ce que je suis en train de dire de manière concrète? Prenons un exemple. J'ai des adolescents ou j'ai un adolescent et puis j'ai un plus jeune, d'accord? L'idée, c'est de faire comprendre qu'à cet âge de l'adolescence, quel est nous en tant que parents, si encore les deux parents vivent ensemble, hein, parce que quand on parle de parentalité, il faut éviter d'être dans le modèle de forcément papa-maman. On peut avoir la parentalité classique, mais de plus en plus aujourd'hui, on assiste à des modèles de monoparentalité, d'accord, ou de famille recomposée. Mais partons du principe que les deux parents sont ensemble. C'est de discuter le projet. On a des enfants, qu'est-ce qu'on pense de leur éducation? Quel est le type d'éducation qu'on veut leur donner? Quel est le type d'enfant qu'on veut avoir? De même que vous pouvez avoir un projet immobilier et dire, nous, on veut faire des immeubles, on veut faire du transport, etc. Et ça se discute à deux. Ça se discute à deux, et c'est l'idéal. l'idéal. Parce que des fois, par exemple, la personne, moi, je peux être quelqu'un qui soit assez évolué sur ce genre de questions de parentalité, et en face, j'ai quelqu'un, même si je l'aime ou quoi que ce soit, qui peut être réfractaire à tout ça. Et c'est compliqué, en fait, après. Je rajoute même à ce qu'elle a dit que tu connais mieux ton enfant que souvent ton enfant toi lui-même. Donc souvent, tu sais ce qui est bien pour lui, mais l'enfant refuse de t'écouter. Et tu fais comment? Souvent, tu penses savoir ce qui est bien pour lui. Ce que je vais expliquer... Bon, moi, j'ai parlé comme une Ivoirienne. Non, je peux choquer, mais pour ça fatigue un peu. Nous, avant nos parents, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Instagram. Nous-mêmes, là, on est nés, on ne connaissait pas ça. On jouait à la bille, on jouait ceux qui avaient l'argent, c'était Barbie, d'autres on fabriquait poupées. Quand tu ramasses, ça fait picou, picou, ça revient. Pain, gassé, 10 francs perdus. Mais actuellement, là, ton enfant, même quand il aime, tu dis, il n'a qu'à regarder des dessins animés, il ne veut pas. L'enfant est en train de regarder clips chewing-gum dans les rêves, c'est ce qu'il a envie de penser. L'enfant, même, il est sur Facebook. Tu ne peux plus dire que non. C'est en Europe, là-bas, on peut dire, bon, à partir de 16 ans, il y a telle vidéo. Non. Ici, à Abidjan, là, tout est déjà. L'enfant a le droit de tout regarder. Il suffit que quelqu'un lui dise ça à l'école, il va le regarder. Ce que je veux dire, c'est que l'éducation qu'on a reçue avant, c'est une très bonne éducation. Mais aujourd'hui, l'éducation doit être un peu différente. Parce que les enfants sont beaucoup plus hiérés. Ils sont beaucoup plus développés que nous, on l'était avant. Nous, on était gaou. Quand on était à la maison, là, tu portes ton bleu blanc, tu vas à l'école, tu viens à la maison, à 16h, mal, loco, beau photo, tu regardes ton petit Léo ou bien... Les enfants, ils n'ont pas tant de ça. À 16h, ils sont dans le jeu vidéo. Le monde a évolué. Donc, la communication avec l'enfant, comme un ami, mais en même temps, rester parent, c'est important de savoir ce que l'enfant aime, ce que l'enfant n'aime pas, afin de pouvoir mieux le diriger. Mais lorsqu'on essaye d'imposer quelque chose parce qu'on pense que c'est mieux, tu sais, tout ce qui est interdit, là, c'est ce qu'on fait. Nous, on nous disait de ne pas fumer, on se cachait pour aller faire matinée, on fumait. On nous disait qu'il ne faut pas avoir gaz, et là, on se cachait pour faire tout ce qu'on t'interdit, là. C'est ce qui est intéressant, tu vois. Donc, l'éducation d'aujourd'hui est un peu différente. Je voulais dire que quand on était plus jeune, les parents qui disaient souvent, mon enfant, c'est le meilleur. J'écoutais une émission radio hier, écoutez les filles et monsieur coach, et la fille discutait, puis la fille dit, elle, jamais son enfant va dévier. Elle a trop bien éduqué son enfant. Elle connaît trop son enfant. Ça, là, c'est moi, ça pas arriver à son enfant. Et les gens qui étaient, on a dit, mais elle est gonflée. Elle connaît les enfants là même. Si tu veux, il faut l'éduquer même dans un couvent. Si l'enfant veut déconner, il va déconner. Il y a les écoles où on dit c'est les filles seulement. L'enfant déconne. Où on dit c'est les garçons seulement. L'enfant déconne. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que Yasmine a dit. C'est vraiment les générations ont changé. Il faut s'adapter. Maintenant, comment on s'adapte? Puisqu'on est dans une génération là, en ce moment. On s'adapte comment? Surtout que nous, on a reçu un modèle qui n'est pas celui qu'on doit reproduire ici.
Il y a beaucoup de choses que les parents peuvent faire. L'une des premières, comme je dis, c'est de pouvoir discuter. Et tout à l'heure, Elali disait, mais et si l'autre n'est pas vraiment d'accord? Mais ça, c'est symptomatique aussi du type de couple qu'on est et du fait qu'on n'a pas eu vraiment le temps de se parler sur certaines questions. Il y a toujours un jeu de rôle. Il y a toujours un jeu de rôle dans le couple. D'accord? Et ce jeu de rôle-là, il faut à un moment donné reconnaître que sur certaines questions ou sur certains aspects de la vie du couple, telle personne est plus à même de gérer. Et ça aussi, je pense que c'est un minimum d'humilité qu'il faut avoir. C'est pas parce que tu es l'homme que tu as forcément le meilleur modèle. Ce n'est pas parce que tu es la femme que tu as forcément le meilleur modèle. On regarde de part et d'autre et on essaie de se dire, nous, moi par exemple, j'ai eu une éducation qui était très rigide. OK, de ton côté, c'était beaucoup plus libéré, etc. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est ça. Parce que ce n'est pas forcément l'éducation psycho-rigide là qu'on veut pour l'enfant. Ce n'est pas aussi le trop laisser aller qu'on veut pour l'enfant. Donc, on va trouver le juste milieu. Il y aura le bâton, il y aura la carotte. Qui va jouer le rôle du bâton? Qui jouera le rôle de la carotte? Lequel des parents accepte? Parce que c'est comme je dis, c'est des rôles qu'on se donne. Maintenant, parfois, les parents, je le reconnais, c'est pas qu'ils sont incapables de gérer certaines choses, c'est qu'ils sont démunis parfois de ressources. C'est là où de plus en plus, depuis quelques années, on voit apparaître des spécialistes en parentalité. C'est ça. Il y a beaucoup de livres sur la parentalité. Il faut lire, il faut se cultiver, il faut apprendre à devenir un parent, mais bien plus à devenir un parent des temps modernes. Parce que le parent des temps modernes, il doit être à l'aise sur n'importe quel sujet avec ses enfants. Moi, je le dis, et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais avec mes propres enfants. Moi, ma dernière fille, par exemple, elle a 11 ans. La première, elle a 19 ans. On discute de tout. Depuis qu'elles sont mes enfants, on discute de tout. Moi, je n'ai pas de sujet tabou. On parle de sexualité. On leur explique. Enfin, je suis coach. On leur explique les choses et on leur fait comprendre qu'à cet âge-là, par exemple, si tu es réglé, voilà ce qui peut se passer. C'est normal, tu peux ressentir des choses, etc. Mais voilà comment il faut que tu fonctionnes. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Quand on regarde des émissions, on n'a pas à... je vais dire, à être gêné quand il y a une situation qui est dépeinte. On en parle, on en discute. Maintenant, je termine là-dessus pour ne pas oublier. Après, la signalétique que vous voyez sur les écrans, c'est à vous d'éduquer vos enfants par rapport à ça. Les chaînes de télévision, etc., n'ont pas la responsabilité de jouer le rôle du parent que vous êtes. L'école n'a pas la responsabilité de jouer le rôle du parent que vous êtes. Des fois, on pense que les autres vont faire le travail à notre place. Non, si vous avez un téléviseur à la maison, codez des chaînes. Ça existe sur le bouquet. Si vous avez Internet, eh bien, placez des pare-feux, mettez un certain nombre de codes qui permettent aujourd'hui, par exemple, même les téléphones des enfants peuvent être gérés à partir du téléphone du parent. Donc, mettez en œuvre, en fait, un certain nombre de choses. On marque la pause et on revient sur ça, qu'on va bien terminer, bien décortiquer, parce que ça, c'est très intéressant et c'est le cas pratique. Après la pub.